Bonjour et bienvenue. Je ne vais pas être long, je suis Haytami Mohamed, je suis le PDG du groupe Le Matin. Très heureux de vous accueillir et d'accueillir le grand écrivain, poète, peintre. C'est Tahar Benjelloun que je ne vais plus vous présenter. Nous sommes au Book Club, c'est un concept dans lequel on reçoit des écrivains, des poètes, des peintres. Et nous avons aussi un très beau programme. Et donc, c'est la première fois, je crois, qu'on fait une rencontre en Omo. On en a fait dans d'autres. Et donc, sans trop tarder, je cède la parole à notre collègue Misk pour un petit peu être la contradictrice ou l'interlocutrice de ces Tahar Benjelloun. Merci. La modératrice. Ce sera plus un dialogue, beaucoup plus qu'un échange qui nécessite modération. Alors bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous mensuel du Book Club le matin. Nous sommes très ravis, comme chaque mois, de recevoir un auteur autour d'une actualité. Et cette actualité est d'autant plus intéressante et nous concerne que le roman de ce soir prend vie et attache dans notre ville bien-aimée, Casablanca. Les Amants de Casablanca, paru aux éditions Gallimard, est un roman signé Tahar Benjelloun. Alors, Tahar Benjelloun, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer à parler du roman, quel est votre rapport à cette ville de Casablanca? Parce que c'est une ville que vous connaissez très bien. Non, je ne la connais pas très bien. Non, mais justement, je la connais vous pas très venez bien. assez souvent. Non, non mais c'est incroyable. C'est une ville où j'ai vécu une année quand j'étais prof de philo au lycée Mohamed V il y a des siècles de ça. Et puis, bon, j'ai jamais compris comment elle fonctionne. Et je suis revenu très souvent, je me suis perdu tout le temps. Et c'est une ville étonnante. J'ai jamais réussi ni à la détester, ni à l'aimer. Enfin, c'est très curieux. Hein. Mais j'y retourne souvent. J'ai de la famille, bien sûr, j'ai des amis. Ça, c'est important. Et en même temps, je sais que tout se passe ici. C'est le poumon et le cœur du Maroc. C'est un poumon qui est parfois plein de fumée. Hein. Il y a pollution à Casa, il ne faut pas oublier. Mais en même temps, c'est un poumon qui fait. Le roman, on peut me renseigner sur son histoire. Alors, d'abord, c'est une ville qui est une création des Français qui a commencé par la bombarder en 1907 et après, en 1912, quand il y a eu la signature du protectorat, ils se sont installés de manière beaucoup plus officielle en construisant des maisons, des hôtels, des routes, des banques, des postes et tout ça. Et là, on va trouver un Casablanca qui existe toujours parce qu'il y a une belle architecture que les Français ont laissée dans cette ville. L'art déco, les arts déco sont entrés dans les années 30 ici avec des architectes très fameux. Et c'est devenu une ville qui s'est imposée sur le plan architectural à l'échelle mondiale. Évidemment, vous avez vu la couverture du livre, c'est un clin d'œil au film de Michael Curtis, Casablanca. C'est un film un peu ridicule, enfin, c'est un film culte, mais je l'ai revu pour les besoins du livre. C'est vraiment incroyable parce que d'abord, il a été tourné à Hollywood dans des décors en carton-pâte avec des figurants qui s'habillaient à l'égyptienne, avec des chameaux. Il n'y avait jamais de chameaux à Casablanca. Ils sont vraiment... Et en même temps, avec une histoire d'amour qui est étrange, qui est bizarre, parce que vous vous rendez compte qu'à la fin du film, Humphrey Bogart, qui est très amoureux d'Ingrid Bergman, l'accompagne à l'aéroport sous la pluie pour qu'elle puisse partir avec son mari. Son mari est un résistant français, il lui dit « Le pays a besoin de lui, il a besoin de toi ». Elle prend l'avion, elle part. Il a offert la femme qu'il aime à la résistance française. C'est pas mal, c'est un peu romantique, mais ça ne correspond pas à la vérité, dans la mesure où les deux frères Epstein, qui ont écrit le scénario, ne savaient pas comment terminer le film. Et c'est en tâtonnant qu'il dit il va à l'aéroport et il lui dit au revoir. Ça s'est passé comme ça. C'est un film bizarre, parce que je l'ai vu et revu, je connais
Casablanca, on voit rien qui rappelle Casablanca, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous ramène vers notre Casablanca à nous, qui n'est pas la leur. Exactement. Oh, vous avez le droit. Mais c'est vrai que c'est une fausse pub. Et ce qui est drôle, c'est que le Rix Café a été créé longtemps après par justement une diplomate américaine à Casablanca. Donc, notre livre aujourd'hui est une histoire d'amour, mais aussi de trahison, d'adultère, de remariage. C'est un peu, ça raconte justement le Maroc et le Casablanca moderne. Il est question de divorce, de remariage, mais aussi d'argent, de conventions sociales et de conformisme. Nous suivons le récit de Nabil et de Lamia qui sont mariés depuis un bon bout de temps, lui pédiatre, elle pharmacienne, un couple socialement compatible, parfait. Et puis Lamia, qui est aussi femme d'affaires, a une aventure. Donc le couple se brise. Et puis ils vont se retrouver d'une certaine façon par la suite. Une question qui s'est très rapidement imposée à moi en finissant le livre, c'est la suivante. Il ne faut pas dire la fin quand même. Comment? Il ne faut pas révéler la fin. Pas du tout, mais la question qui s'est imposée à moi, c'est est-ce que l'adultère finalement est une cause ou une conséquence à la fin du couple? Alors d'abord, l'histoire d'amour, toute l'histoire d'amour est un pari sur l'équilibre, sur l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et puis le mariage est un contrat social. Et on confond souvent le mariage et l'amour. Dans certains cas exceptionnels, l'amour et le mariage vont ensemble jusqu'à longtemps, très longtemps. Moi j'en connais. Hein. D'ailleurs, c'est des couples qu'il faut mettre dans les musées parce que c'est tellement rare. Mais en même temps, le mariage est une convention sociale dont on a besoin pour que la société fonctionne. Là, on voit par exemple en Europe le nombre de familles monoparentales, le nombre de femmes avec un enfant ou deux qui l'élèvent toutes seules, le nombre de parents qui font des remariages avec des familles recomposées. Enfin, la société européenne, pas uniquement la française, mais à partir des pays nordiques en descendant jusqu'en Espagne, est une famille qui est en train de rendre l'âme. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de cellules familiales. Et ça, je ne le souhaite pas au Maroc ni aux Marocains, parce que c'est quelque chose qui nous donne un équilibre, qui nous donne une référence. On ne peut pas vivre et faire des belles choses si on est coupé de ses racines, si on est coupé de sa famille. Et d'ailleurs, on voit très bien comment les personnes âgées sont traitées dans tous ces pays, sans exception de la Finlande jusqu'en Espagne. Vraiment, c'est leur société, c'est leur choix, je ne le conteste pas. Mais pour nous, ce n'est pas un modèle. Clairement pas. Bon. Mais est-ce que la famille, justement, parce que tel que vous la dépeignez dans le roman, la famille peut être très toxique et intrusive, dans les couples en tout cas. Mais attends, je n'ai pas terminé. Parce que on se marie, un homme et une femme se marient, ils oublient que dans le package, il y a la famille, les deux familles, d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer ni oublier. Et évidemment, ça fait partie un peu du folklore, parce que le folklore, c'est un mot un peu fort, mais disons, de la vie. Et tout le monde intervient dans tout. Et la vie du couple n'est pas protégée. Tout le monde intervient pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, bref, c'est comme ça. Bon, on est comme ça. Et en même temps, quand arrive le moment du divorce, les parents s'en mêlent. Ils s'en mêlent, ils donnent leur point de vue, ils jugent. Bon, Nabil est traité par son beau-père, il dit « ce n'est pas un homme ». Ah ouais, c'est dur de dire ça à un Marocain, tu n'es pas un homme. Bon. Enfin, bref. Mais en même temps, ce sont des familles qui peuvent parfois être vachement toxiques. Et ça, on le sait, on le connaît. Mais en même temps, la liberté... Moi, j'aime bien le personnage de Lamia. J'aime aussi Nabil.
Mais la mienne, j'aime bien cette vivacité, cette énergie, cette passion qu'elle a de la vie, cette ambition. Elle est ambitieuse, elle gagne de l'argent, elle aime l'argent, elle le dit, et elle ne le cache pas. Et elle n'est pas à la traîne d'un homme richissime. Non, elle fait sa vie, elle gagne son argent, elle le dépense, et en même temps, ça la rend libre et indépendante, au point où effectivement, elle se sent disponible pour une histoire. Mais ça arrive, ça prévient pas. Et en même temps, bon, ça fait un choc parce que dans notre société, on n'a pas l'habitude de ce genre de rupture, de ce genre d'accident. Moi, quand j'étais tout petit, vraiment, j'avais 9-10 ans, on venait d'arriver à Tanger. Le meilleur ami de mon père, une famille qu'on connaissait très bien, avait trouvé sa femme avec un homme dans le lit conjugal. Et ma mère me racontait ça comme une tragédie. Évidemment, la femme a été renvoyée tout de suite avec son amant. Et elle n'a plus jamais eu le droit de revoir ses enfants. Ça a été quelque chose qui m'a choqué. Je dis, mais bon, mais elle n'a pas fait quelque chose de très grave. Bon, d'accord, il a trahi son mari, il l'a amené. Bon, mais de là à lui interdire tout contact avec la famille, ça, c'est pas dans les années 50, hein, on est très, il y a un siècle. Mais en même temps, je ne sais pas aujourd'hui si on pardonne tellement l'adultère. Ça n'a pas beaucoup changé, en tout cas pas concernant les femmes. Ouais, ben les hommes, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, on le sait. Mais alors là, il faut trouver quand même, il faut qu'on arrive un jour à arriver à une harmonie du couple, absolument. Une sorte de partage du travail. Absolument. Alors justement, comment un couple se forme? Et en lisant le roman, Nabil et Lamia se sont rencontrés à Paris en faisant leurs études et ils se sont plu parce que il y a une attirance physique, coup de foudre, voilà, plus parce qu'il y a aussi une compatibilité sociale. Et donc finalement, est-ce qu'on se marie quelque part pour les bonnes raisons? C'est ça le problème. C'est que mine de rien, si Nabil n'était pas du même niveau social ou alors d'une famille facile parce que c'était important pour Lamia, est-ce que cette rencontre aurait pu avoir lieu? Est-ce qu'il aurait donné un mariage? Non, tout est possible. Moi, j'ai connu des mariages de toutes catégories, y compris j'ai commencé par moi-même. Moi, j'ai épousé une fille d'immigrés berbère. Donc, vous imaginez un facé avec une berbère, c'est le choc des civilisations. J'ai raconté ça dans le bonheur conjugal. Je peux en parler. Mais en même temps, ma famille a très mal réagi. Et la famille de mon ex-femme a très mal réagi aussi. C'est-à-dire que finalement, je me suis rendu compte que la mixité sociale au Maroc n'est pas encore tout à fait acquise. On accepte beaucoup la mixité quand c'est un niveau de pouvoir économique égal, mais quand deux niveaux différents se rencontrent, c'est le choc des cultures et des civilisations. Et ça a été très dur, très dur, parce que le couple que j'ai formé avec mon histoire était normal, on était très bien, on n'était pas du tout. Mais ça a fini par craquer pour mille raisons. Bon, pour ça c'est une parenthèse. Mais aujourd'hui, ce que je vois, je remarque beaucoup, j'observe. Alors, il y a un cadenas, une sorte de structure qui fait que comment on fabrique disons, une vie conjugale pour que ça dure. Il faut faire les enfants. Les enfants occupent beaucoup de place. Les enfants, leurs études, la perpétuation du même, l'état et le retour de Nietzsche. Tant qu'on fait ça. Et puis les traditions ont un rôle important. Moi, j'aime beaucoup les traditions de ma société. Je trouve que nous avons des traditions magnifiques, admirables. Mais en même temps, il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. Notamment les deux articles de loi 489-490 qui sont anachroniques. Vous imaginez que les jeunes Marocains ne font pas l'amour? Mais ça va pas. Heureusement qu'ils font l'amour. Vous imaginez, on aurait une société complètement névrosée et complexée. Vous imaginez arriver à se marier à 25-30 ans sans avoir jamais
rencontrer le corps de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Bon, heureusement. Par ailleurs, l'homosexualité, mais enfin, nous sommes les gens, une société normale, c'est-à-dire qu'il y a sa part d'homosexuels. Les homosexuels, c'est des gens qui naissent avec un désir pour le même sexe. On va pas les condamner pour ça. C'est ni les juger. De quel droit? De quel droit? Bon, donc, ce sont des choses qu'il faut régler. Mais ça peut être réglé que par par le Parlement. Or, j'ai l'impression que le Parlement marocain ne s'occupe pas de ce genre de choses qui sont dans la vie quotidienne. Si. On ne peut pas continuer. On en parle maintenant. On en parle, mais on ne oui. peut pas continuer à nier le problème de l'avortement, le problème des viols. On ne peut plus, c'est fini. Il faut donner la liberté à la femme de disposer librement de son corps, et si elle veut un enfant, elle le garde. Si elle ne veut pas, elle peut ne pas le garder pour des raisons personnelles que personne n'a le droit de juger. Absolument. Ça, c'est la modernité. Modernité. Beaucoup de gens, ils sont pour. Mais malheureusement, le débat dans le pays n'est pas ouvert, réellement. Absolument. Alors, c'est pour ça que on se permet de faire des choses cachées. Certains parlent d'hypocrisie. Moi, je suis contre ce mot hypocrisie parce que quand on est hypocrite, on a des intérêts, on n'est pas sous le joug de la loi. Là, on a des articles qui menacent un petit peu notre intégrité et notre liberté si on prend la parole. Donc, c'est pour ça que le mot hypocrisie m'agace un petit peu. Mais sinon, aujourd'hui, dans ce roman-là, Les Amants de Casablanca, on parle beaucoup de liberté de femmes, de conditions, de la moudawana, de jugement justement à l'égard des femmes plus que les hommes. Il est question forcément de laïcité entre les lignes, ou clairement dit, mais est-ce que vous n'avez pas eu peur que les gens lient forcément la liberté à l'adultère, justement, et à des choses qui sont moralement répréhensibles? La trahison n'a jamais été une chose acceptable, que ce soit la trahison d'amitié ou d'amour, ça c'est normal. Le problème, c'est que il y a parfois des sentiments, il y a des sincérités. Et bon, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Moi, je ne sais pas, moi j'ai pas de réponse, hein. Et évidemment, dans le film de Eumar Beckman, Scène de la vie conjugale, c'est l'homme qui part, c'est l'homme qui a une aventure. C'est l'homme qui laisse la femme qui se traîne à ses pieds pour le retenir. Et moi, j'ai dit non. Maintenant, chez nous au Maroc, il y a des femmes puissantes qui ont le droit et qui les prennent de quitter l'homme pour vivre leur vie. On ne va pas la juger non plus. Bon, c'est comme ça. Mais en même temps, je ne vais pas faire l'éloge de la trahison ni de l'adultère, non. C'est pas ça. Mais qu'on respecte. On respecte les choix de l'individu dans la mesure où la femme du roman, Lamia, avoue et dit à tout à son mari. Elle s'est cachée, bien sûr, pendant 6 mois. Elle n'a pas tout dit. Elle a joué le jeu social. Mais à un moment, elle a dit « Il m'a quitté, je te quitte ». Cette phrase est terrible. « Il m'a quitté, je te quitte ». Et c'est tout le roman tourne autour de cette phrase. Absolument. Et justement, cette femme qui prend ce courage, parce que finalement, ça a demandé du courage, finalement, est-ce qu'elle a quitté son mari parce qu'il lui donnait pas satisfaction? Alors, quand je parle satisfaction, c'est pas forcément physique, mais en général. Ou alors parce qu'elle avait besoin de quelque chose que le mariage ne lui procure pas? Alors, il lui a dit, tu t'es endormi sur notre couple. Tu t'es endormi. C'est vrai, il a été un peu un peu insouciant, il a manqué d'attention, il a manqué de. Le couple, c'est un travail quotidien, hein. Parce que à partir du moment où on se dit ça y est, c'est acquis, non, c'est foutu. Il faut des attentions quotidiennes, de part et d'autre, je parle de deux côtés, hein. C'est un travail à deux. Et c'est le couple qui fonctionne, hein. Les seuls qui durent et qui fonctionnent sont des couples qui sont main dans la main, qui travaillent, qui peuvent avoir passer des moments difficiles, des moments où il y a des attirances vers d'autres choses, mais qui en parlent et tout.
Il faut arriver à ça, c'est pas facile, hein. C'est une éducation, une pédagogie qu'on n'a pas, nous, dans notre société, dans notre tradition. En tradition, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il ne faut pas qu'on te voit faire ça. Très bien, regarde là. On est un peu caché. Non, il faut qu'on sorte de ces cachotteries et tout ça. Et ce que fait Lamia, il dit voilà ce qui se passe. Oui, alors Lamia, elle a eu ce courage, mais quelquefois, j'ai relu quelques passages et je me demande finalement si Lamia n'était pas plus attirée, pas par un autre homme, mais juste par le goût de l'interdit. Par la découverte d'autre chose, parce qu'elle est tombée sur la main d'un professionnel de la séduction, de l'adultère, quoi. C'était un spécialiste qui lui a fait découvrir son corps. C'est humain, c'est des choses qui arrivent. C'est bien sûr. Mais en fait, je parle d'interdit parce que finalement, à un certain moment, c'est Nabil qui va être l'interdit. Et c'est ça qui est intéressant. Finalement, tu retrouves le désir pour ton mari parce qu'il n'est plus accessible. Vers la fin, il ne faut pas en parler. Ouais. Mais de toute façon, ce qui est pour moi le personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Casablanca. Hein. Aussi, absolument. Casablanca, c'est une ville terrible, hein, terrible, terrible. Alors justement, vous étiez parfois dur, mais en même temps pas. Voilà quoi, vous ne détestez pas Casablanca, mais vous êtes dur à l'égard de Casablanca, les Casablancais, les bourgeois en particulier. Vous n'êtes pas indulgent vis-à-vis d'une certaine bourgeoisie casablancaise. Est-ce qu'elle est différente d'une bourgeoisie dans une autre ville ou un autre pays? Non, si on prend la bourgeoisie occidentale, c'est une bourgeoisie qui d'abord a privilégié la culture, les arts, il y a des traditions. On fait la queue pendant des heures devant un musée. On lit les livres. On transmet dans les maisons, il y a des bibliothèques. On transmet la lecture, etc. Nous, on a une bourgeoisie d'argent, pas une bourgeoisie de culture. La culture, peut-être que certains achètent des toiles de peinture, mais ne lisent pas de livres. Donc on a un problème de culture et ça c'est quelque chose qui est très malheureux parce que finalement c'est la bourgeoisie qui donne le ton d'une évolution d'un pays. Mais si elle est inculte, ça arrive. Inculte, ça fait mal. Ça fait mal parce que on aurait besoin d'une élite qui fasse circuler des valeurs d'humanisme, des valeurs de gratuité, des valeurs de beauté, d'art, de culture. Malheureusement, on n'a pas ça. Quand vous allez dans des grandes maisons très très bien accueillies, très généreusement accueillies, vous verrez, le cadre est magnifique et tout, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le néant. Bon, il y a les affaires, bien sûr, mais les affaires. Il y a des livres dans la maison. Ah ben, il n'y en a pas. Voilà, partout où je vais, je dis, ah ben, il n'y a pas de livre, c'est curieux. C'est quand même malheureux que nous soyons dans une société où la lecture est devenue quelque chose de tellement... Pas la langue. Ça vient d'éducation. Pourquoi, moi, tout petit, j'allais emprunter des livres à la bibliothèque américaine, à la bibliothèque française, et puis il y avait des livres en arabe à la bibliothèque américaine, et je lisais ça, toutes les semaines, je lisais. On n'avait pas de télé à la maison, on n'avait pas de radio. C'est peut-être ça. C'était en 1960, il n'y a pas longtemps. C'est peut-être ça, justement, c'est qu'il n'y ait pas d'autres divertissements. C'est peut-être ça. Oui, mais j'allais au cinéma. Le cinéma, c'était quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses sur la culture. Mon père discutait avec lui. Quand je vois un film, on discute et tout. Et c'était à l'époque des très grands films. Mais en même temps, dans la maison, mon père avait plein de bouquins. Il lisait en arabe, bien sûr. Bon, ma mère, la pauvre, ne lisait pas, mais elle avait une présence. Ma mère avait sa propre culture, sa propre tradition. C'était magnifique d'avoir préparé un trousseau de mariage ou préparé
une cérémonie, c'est extraordinaire. Bah, aujourd'hui, finalement, on délègue tout, il y a les traiteurs qui font tout, il y a, bon, on est dans une société de plaisir, mais c'est une société un petit peu absente de la vraie culture. C'est quand même bizarre. Alors justement, Nabil, c'est quelqu'un de très cultivé. Il lit, il va au cinéma, il regarde des films. Il a une certaine culture. Lamia, pas du tout. Elle se force et puis elle n'a pas le temps. Et donc forcément, ben, elle ne transmet pas ce plaisir qu'elle n'a pas. Elle peut pas le transmettre à ses enfants. Donc quelque part, est-ce que c'est pas charger la mère un peu trop et dire que c'est parce qu'elle est absente que les enfants sont gâtés, que les enfants sont incultes aussi? C'est un autre sujet. Nabil soit cultivé et éduqué, c'est une réaction personnelle. Parce qu'un soir, j'étais dans un dîner, il y a longtemps, un dîner où il n'y avait que des médecins. Parce que j'étais un neveu médecin. Un chirurgien très connu me dit, en rigolant, moi j'ai jamais lu aucun livre. Avec fierté en fait. Avec le rigole, il rigolait. Il dit, alors tu es content? Ah ben oui, mais ça ne me manque pas. Et les autres ne lui ont pas dit. L'autre me dit, ben moi aussi j'ai pas le temps, de toute façon ça m'ennuie la littérature, les romans. Ah j'aime bien lire, bon ben je sais pas moi, une BD parce que c'est plus facile, tout ça. Et je me suis dit, mais quand même, des gens qui ont fait des études, qui sont utiles à la société, qui vont sauver des œuvres humaines et tout, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent en ne lisant pas Cervantes, Dickens, Dostoïevski, Tolstoï, je ne sais pas moi, Victor Hugo. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, c'est franchement quand je m'ennuie jamais, sauf quand la rame a du retard. Et là, je ne peux pas lire. Ça me suis énervé. Mais je lis toujours. Toujours un livre dans la poche. Mais je lis parce que ça m'apporte quelque chose, ça me nourrit, ça m'aide à vivre. Absolument. Mais vous l'avez dit vous-même, ce qu'on ignore ne nous manque pas. Et à partir du moment où ils n'ont pas été initiés justement à la lecture, ben ça leur manque pas tout simplement. Une fois, ça c'était très marrant. Une fois j'étais avec mon plus jeune fils qui est maintenant 26 ans, mais à l'époque il était tout jeune. Et on était en Italie, dans la ville d'Alba, qui est la capitale de la truffe. Et mon fils n'a jamais entendu parler de la truffe. Et on était invité à un dîner, ils nous ont fait plusieurs plats à la truffe. Il a aimé. Après, il m'a dit, papa, tu sais, si j'avais pas goûté la truffe, ou le caviar, ça ne m'aurait jamais manqué. Je dis oui, effectivement. C'est la même chose. Si on n'a jamais lu, ça ne va pas nous manquer. Mais si on a goûté, effectivement, on recommence. On dit, ah ben, quel est le prochain roman de l'Ecclésio, quel est le prochain roman de Magui Mahfouz, etc., qu'a écrit Mahmoud Darwish, etc. On est dans l'attente, on est dans la communion avec ces auteurs, avec ces génies qui nous apportent quelque chose. Enfin, moi, j'ai voyagé beaucoup en Amérique latine. C'est un ensemble de pays qui nous ressemblent beaucoup. Et je me suis dit, à chaque fois que je vais faire un voyage au Mexique, en Argentine, au Chili, ou n'importe quoi, au Pérou, je lis les écrivains de ces pays. Et ça m'aide à comprendre la société péruvienne ou mexicaine. C'est des clés. C'est des clés. Absolument. Parce que, bon, il y a les guides touristiques pour vous dire comment aller à tel musée ou à telle rue, etc. Mais moi, l'âme d'une société, l'âme d'un pays, c'est la littérature qui la donne. Absolument. C'est le roman qui la donne. Et ce que disait Balzac, l'âme d'une société, c'est le roman. C'est le roman, parce que, quand il est bien sûr sincère et bien fait. Et puis, ça nous enrichit d'expériences humaines, parce que dans une vie, on ne peut pas tout vivre. On ne peut pas tout expérimenter, donc voilà, moi je suis... maintenant je sais ce que ça fait de vivre l'adultère de l'intérieur,
chose que j'ai jamais vécue et que j'espère ne jamais vivre. Donc voilà, ça nous enrichit. Lamia, c'est quelqu'un qui a très bien réussi. Alors, elle est pharmacienne, mais elle a aussi dirigé des usines, et c'est quelqu'un qui est complètement épanoui Il y en a, financièrement. Il y en a à Casa, moi j'en ai connu des femmes comme ça extraordinaires, des superwomen qui sont très très fortes, Absolument. qui ont de la volonté, qui sont présentes, qui sont admirables. Et justement, à un certain moment, vous parlez des femmes qui réussissent et qui, peut-être, vous faites dire ça à peut-être un membre de la famille, les femmes qui réussissent n'ont pas beaucoup peut-être de succès en amour, ou elles sont quelque part condamnées à rater leur couple. Est-ce que c'est quelque chose d'inéluctable? Est-ce une fatalité? Non, c'est pas en une tout fatalité. cas, dans la société marocaine actuelle. Non, c'est pas une fatalité. Tout dépend du lien et la manière dont on a fabriqué le couple. Je disais tout à l'heure, c'est une pédagogie quotidienne. Ce que reproche Lamia Nabil, c'est endormi sur le couple qu'ils ont formé il y a 10 ans. Et c'est ça qui est dangereux et grave. Et évidemment, c'est important de se remettre en question, de se poser des questions, de regarder l'autre avec bienveillance et de ne pas être dans la fuite ou dans l'espèce de fatigue. L'usure existe, bien sûr. Et un couple qui a vécu 20 ans n'est pas le même qu'il y a 20 ans, c'est différent, il y a autre chose. La vie se transforme, le corps se transforme, tout. Et il faut accepter l'usure du temps et de la vie. Mais alors, est-ce qu'une femme qui réussit a moins de chances de réussir son couple qu'un homme qui réussit? C'est pas une question de moyens, c'est une question, encore une fois, de sentiments et de volonté. C'est une question de volonté. Mais est-ce que, par exemple, moi, je me pose la question, est-ce que l'homme marocain, casablancais, disons, pour rester dans le roman actuel, accepte le succès de la femme, ou pas encore, ou pas assez? Non, j'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, mais moi, ce que je vois, j'ai vu dans certains milieux, c'est l'homme qui, après un certain nombre d'années de vie maritale, se met à vivre avec ses copains. Et il sort, pas avec sa femme, il sort avec ses copains, tout ça. Et là, c'est quelque chose qui est pathétique. C'est quelque chose de pathétique et que j'ai remarqué, pas uniquement à Casa, hein, partout. Hein, et ça, c'est difficile à vivre pour une femme qui se retrouve toute seule, avec un enfant ou deux, et qui est là, qui attend le retour du mari, et qui est parfois violent, qui est parfois là-bas. Il n'y a pas que dans les milieux défavorisés qu'il y a de la violence, il y a de la violence dans tous les milieux. Les femmes sont battues dans tous les milieux, et c'est un sujet qui est énorme parce qu'on n'en parle pas du tout. Mais il y a beaucoup de drames qui sont tus par honte, par pudeur. Le silence est là, mais il y a beaucoup de violence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence de la part de la femme. Il y a une certaine violence aussi de la part de la femme, mais rien à voir comparé à celle de l'homme qui se soude la gueule, qui rentre et qui fout une baffe à sa femme. Ça j'en ai vu et revu, et j'ai eu tellement de confidences d'amis, de gens comme ça. Donc ça existe, et dans tous les milieux, évidemment. C'est très, et dans tous les pays, toutes les sociétés sont comme ça. La violence est une pratique quasi planétaire. Un petit mot sur l'archétype du séducteur. Alors on a deux modèles. On a Daniel qui lui est l'amant de Lamia, mais il y a aussi Hakim qui est l'ami justement de Nabil. Le célibataire endurci. Justement, c'est quoi la différence? Qui n'a pas besoin de se marier parce qu'il a une femme par jour s'il le veut. Mais justement, c'est quoi la différence? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça existe. Là, tu sais. Évidemment, j'en ai connu des gens comme ça. Oh là là, c'est pas mal. Il dit pourquoi je vais me marier? Je suis très bien. Et il a l'horreur de ça.
Puis bon, il va arriver un moment, il va se réveiller, ça sera trop tard. Bon, c'est une autre histoire. Daniel, c'est la caricature. C'est la Porsche, c'est le fric, c'est la chemise ouverte, c'est bronzé toute l'année, comment dire, c'est l'expert sexuel qui va d'une femme à une autre, et qui rend sans aucun état d'âme, et qui va bon, c'est le parfait salaud, quoi. Est-ce que le parfait salaud est forcément un beau gosse? Ah, c'est un salaud parce qu'il sait très bien que la femme va réagir autrement, que la femme a des sentiments. Lui, il n'a pas de sentiments. Ouais, bah oui. Il n'a pas de sentiments. Mais la différence entre Hakim et Daniel, elle se situe où finalement? C'est quoi, c'est? La différence entre Hakim et Daniel, est-ce que c'est le même type d'homme? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, Hakim ne promet rien. D'accord. Donc c'est plus correct. Hakim va beaucoup plus loin. Il avait écrit sur la porte de sa chambre, si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas. La phrase de Tolstoï, ou de Tchekhov. J'ai toujours de Tchekhov. Si vous craignez la solitude, la chose est connue d'avance. Non, Daniel, c'est un professionnel. Ok. Alors, je vais poser une dernière question sur l'écriture polyphonique avant de passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, préparez-vous. Préparez-la. Et on a un micro dans la salle. Merci beaucoup, Mourad. La dernière question, c'est sur le mode d'écriture polyphonique. Je comprends parfaitement pourquoi on a eu ce besoin d'entendre et Nabil et Lamia. D'ailleurs, même dans la façon d'écrire, on n'avait pas le même temps, ce qui est très appréciable. Maintenant, en tant qu'auteur, est-ce que, en tant qu'auteur, vous avez aussi, ça peut arriver d'avoir une préférence pour l'un des antagonistes? J'aime mes personnages, je les aime parce que je m'investis en eux et ça n'a rien d'autobiographique du tout. Mais quand on vit une année ou deux avec des personnages, ça devient des copains, on se fréquente et tout, on rêve la nuit d'eux, ça m'est déjà arrivé de rêver de mes personnages. Et donc, bien sûr, j'ai fait entendre la version de l'un et la version de l'autre. Et on se rend compte à chaque fois, comme dans tous les couples du monde, ils vivent pas la même histoire. Ben oui, et ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience entre vous. Chacun écrit son histoire, il la met dans une enveloppe et on échange des enveloppes et on verra quand même qu'il n'y a pas la même chose dans l'une et dans l'autre. Et ça, c'est la vie qui est comme ça. On ne peut pas échapper à ça. L'important, c'est de revenir aux Amants de Casablanca. Pour revenir aux Amants de Casablanca, c'est de voir que la littérature, finalement, dans notre pays, a besoin d'être considérée, d'être lue. Parce que, qu'on écrive en français, en arabe, peu importe. Le livre est en train d'être traduit en arabe, il sortira dans quelques mois. C'est pas une question de langue. Mais qu'on puisse nous interroger sur nous-mêmes à travers tous les écrivains marocains, ils sont maintenant nombreux et importants, qui écrivent dans toutes les langues. Et d'ailleurs, ils ne sont pas qu'au Maroc. J'ai rencontré des écrivains en catalan, une femme en Catalogne, en Hollande. Il y a beaucoup d'écrivains en Hollande. Il y a même une écrivaine en Amérique. On est nombreux. Il y a une diaspora d'écrivains marocains importante dans le monde qui écrivent dans plusieurs langues. Et ça, c'est une particularité du Maroc. Absolument. La France n'a pas ça. Par exemple, la France n'a pas d'écrivains en arabe, n'a pas d'écrivains en grec, n'a pas d'écrivains en allemand. Alors que nous, les Marocains, on a cette chance d'avoir une grande capacité linguistique, on va partout. Et d'ailleurs, il y a un grand écrivain maroco-hollandais qui a eu un très grand prix littéraire et qui est très considéré en Hollande. Ben Ali Abdelkader, qui était formidable. Il y a d'autres qui ont été, que moi j'ai lu en français parce que j'arrive pas à lire, je lis pas le hollandais. Mais l'autre jour j'ai fait un débat avec Abdelkader, pas Ben Ali, et c'est marrant parce que on communiquait en arabe,
Derija, lui, il est rifin, et donc il parle très mal arabe. Il ne parle pas du tout français, pas du tout. Et il terminait en anglais. C'était très drôle, mais sa langue, finalement, c'est le hollandais. Et c'est formidable. Et il parle du Maroc. Absolument. Tous ces écrivains qui sont éparpillés à travers le monde parlent du Maroc. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir une société qui a plein de recours et plein de failles, oui, pour qu'on écrive sur elle. Une société toute lisse où il ne se passe rien n'a pas besoin d'écrivains. Tout va bien, alhamdoulilah, mais est-ce qu'elle existe, cette société-là? Un peu dans certains pays, oui, un peu. Oui. Mais enfin, bon, nous, on est dans la perturbation totale. Absolument. On est tous les jours à avoir un problème à résoudre. Mais on a des histoires, hein. Au moins, on a au moins ça. Des histoires à raconter, des histoires intéressantes. Moi, j'ai été élevé dans des histoires, on raconte des histoires, en voyant autour de moi ce qui se passe. Et c'est incroyable comme l'enfance nourrit énormément la vie d'un adulte. Moi, je retourne vers mon enfance, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, reste toujours présent chez moi. Et je l'utilise, bien sûr, dans certains de mes livres. Et c'est extraordinaire, parce que l'enfance... moi, je suis né en 1947, donc c'était juste après la guerre, et le Maroc était dans une tradition totale. On était à Fès, après à Tanger, mais on était des Marocains, 100% Marocains, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et petit à petit, j'ai découvert, surtout à Tanger, j'ai découvert l'espagnol, la langue espagnole, le français, d'autres peuples, et ça a été extraordinaire. Sortir de soi, sortir du carcan dans lequel on est, et ça c'est formidable. Voilà. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Vous demandez le micro. J'ai une phrase qui me vient en tête là, je ne sais pas de qui elle est, qui dit que le mariage est la fin programmée du couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. C'est pas moi, ça. Non. Merci. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Jawad Kardoudi. Je remercie bien sûr c'est Tahar, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pour revenir aux réformes du statut personnel, il y a la tradition, bien sûr, mais il y a aussi le côté religieux. Et c'est ce côté-là qui empêche notre législation de progresser vers le modernisme. C'est ça exactement. Alors je vous pose la question, comment faire? Parce qu'il y a quand même, il faut être réaliste, il y a dans notre société, il y a des gens qui sont croyants, qui considèrent qu'il ne faut pas toucher au Coran, à ce que dit le Coran, et donc c'est la difficulté. Et on l'a vu lorsqu'il y a eu la première réforme de la Moudouana, il y a eu à Casablanca 1 million de manifestants qui étaient contre. Donc je vous pose la question, que faut-il faire pour qu'on arrive à faire ces réformes sociales qui sont indispensables? Alors, moi je trouve que la religion est une affaire personnelle. On devrait arriver un jour, moi j'aime beaucoup et j'admire l'islam dans ses valeurs fondamentales, dans ce qu'il est comme texte poétique et tout, mais je n'oublie pas une chose, c'est que dans l'islam, il y a la possibilité de l'ijtihad, il y a la possibilité de réformer et de s'adapter à la vie telle qu'elle est. Ce qui s'est passé au moment du prophète était conjoncturel, mais pas éternel. Il y a des choses, il y a des versets qui correspondent à des situations très précises et d'autres qui sont universels et planétaires. Donc il faut faire la part des choses et voir le bien de la société. Aujourd'hui, l'islam ne peut pas tolérer qu'une femme meure
chez un charlatan qui va la triturer pour un avortement clandestin. Ça, c'est anti-musulman. C'est contre l'islam. L'islam ne peut pas accepter qu'on continue de vivre dans une société où on se ment et on corrompt les uns et les autres. L'islam n'est pas une religion. Il y a bien sûr des interdits, c'est évident. Mais même l'alcool, il y a eu 3 versets pour arriver à la fin, pour interdire l'ivresse. À partir du moment où l'être humain se conduit correctement, parce que n'oublions pas que le dernier verset qui interdit l'alcool est arrivé après ce que un des voisins du prophète s'était tellement saoulé qu'il a été égorgé la chamelle de son voisin. Et à ce moment-là, le voisin, le pauvre, il a perdu son capital du travail, il est allé voir le prophète se plaindre. Et c'est là où est révélé le verset où il est interdit toute ivresse, c'est-à-dire pour ne pas faire le mal aux autres. Mais au départ, il est dit qu'il ne faut pas faire la prière quand on est ivre. Il y a une évolution. On le voit dans la manière dont les choses sont faites. Aujourd'hui, pour l'héritage, moi j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Est-ce que je les aime moitié? C'est pas possible. Alors, il est évident, aujourd'hui la femme travaille plus que l'homme. Je vous jure que dans les campagnes, la femme travaille beaucoup plus que l'homme. Et alors, à la mort de quelqu'un, on va donner une demi-part à la femme, une part à l'homme. C'est scandaleux. Et ceux qui ont fait la manifestation, ce sont des démagogues. C'est le parti islamiste qui est sorti faire des manifestations contre les femmes, contre les citoyens. C'est pas possible. Et tout ça, vous savez, il y a une modernité qui n'est pas contre la croyance et la foi. La foi, elle est là, chacun fait ce qu'il veut avec son cœur, avec son âme. On ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne vais pas dire à mon voisin pourquoi tu ne pries pas ou pourquoi tu ne fais pas le ramadan. Ce n'est pas mon rôle. Mais il faut qu'on respecte l'individu. Or, tant qu'on n'a pas respecté et reconnu l'individu, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que la religion, il ne faut pas la voir comme un frein, mais comme une accompagnatrice dans une espèce de morale qui nous aide à vivre. Et moi, j'aime les références quotidiennes dans le langage marocain, à l'islam, à la paix, alhamdoulilah, incha'Allah, biyadillah. Mais je trouve que ça donne un aspect paisible à notre société. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les détraqués mentaux, les talibans, les pakistanais, les afghans. Ça n'a rien à voir, nous on n'est pas là. Notre islam, moi j'ai été élevé dans un islam de pureté et de tranquillité. Et un jour, j'étais tout petit et il faisait très froid, très très froid à Fès. Et je devais faire mes ablutions pour la prière. Et mon père, il a voyé ce petit enfant de 6 ans en train de trembloter parce qu'il y avait l'eau était gelée, il fallait la fendre pour faire la prière. Il a vu ça. Il a dit, je vois l'islam. L'islam, ما تسرق ما تكذب تحترم بواك تحترم الأستاذ ديالك وكون مستقيم اش اللي كاين. قلت له بارك الله عليك c'est formidable. Il m'a libéré totalement. Totalement. Je ne pense pas avoir une vie d'assassin, du criminel. C'est ça. Mais ceux qui font vraiment fonction et profession de l'islam comme idéologie, ça c'est des criminels, parce qu'ils détournent l'islam de sa voie, de son essence réelle. Mais ça, c'est très, très, très difficile à faire admettre à beaucoup de gens. Bon, il y a une oui. Pardon, Milwan, comme ça j'évite l'écho. Merci beaucoup. J'ai Ahmed Ledaoui, j'ai toujours suivi vos écrits depuis la nuit sacrée. Depuis là, si vous me permettez, j'ai 2 petites questions. La femme marocaine, il est entre le marteau et l'enclume. Je cite par ceci, côté religion et contrainte des dites modernités. La mienne a quitté son mari, c'est un constat. Est-ce que les choses se seraient passées autrement
si cette dernière avait eu droit à une éducation sexuelle appropriée. Ma deuxième question, s'il vous plaît. Les femmes qui réussissent, c'est peut-être des femmes, j'ai dit peut-être, des femmes à caractère. Dans une société masculine, l'homme macho a du mal à accepter cette réussite. Finalement, la femme épouse un homme avec un acquis proportionnel à son âge. Faut-il vraiment tenir de cet acquis pour réussir une vie conjugale dans le contexte des livres? Merci. Alors la première question, c'est sur l'éducation sexuelle. Est-ce que Lamia aurait agi de la sorte si elle avait eu une éducation sexuelle? C'est assez intéressant comme question parce qu'effectivement, la sexualité, on n'en parle jamais avant. Donc chacun est livré à soi-même. Lamia a découvert sa sexualité avec son mari. On m'a toujours dit, la haya fi din, et on m'a expliqué beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Mon éducation, moi, je l'ai faite vraiment en lisant, en écoutant, mais en même temps, encore une fois, le cas de Lamia, c'est un peu exceptionnel parce que la passion arrive, elle n'a pas assez de force pour la refuser et pour s'empêcher de tomber dans le démon. Ben, c'est comme ça, la vie n'est pas faite que de choses magnifiques. Il y a des fois où il y a des erreurs. Bon, ça. Et c'est intéressant d'avoir un personnage dans un roman où effectivement il y a une faute, il y a une erreur, et de réfléchir sur cette erreur. La deuxième question, c'est sur le caractère fort des femmes dans une société de macho. Il y a une lutte entre l'homme et la femme qui est silencieuse, qui n'est pas dite, mais on voit ça dans les tribunaux. Moi j'ai beaucoup fréquenté les tribunaux. De Tanger, je ne sais pas comment se passe à Casa, ça doit être pire, mais il y a une violence. Surtout avant même après la Modouana de 2004, il y a une violence terrible. Le mari qui ne paye pas les pensions, la femme qui se retrouve toute seule avec les enfants, sans moyens. Il y a une violence dans notre société que la loi n'arrive pas à faire respecter. Et combien d'hommes divorcent, ils ont les moyens, et puis ils oublient de donner la pension à leurs femmes, et ils ignorent tellement, c'est injuste. Donc c'est une question de respect et d'éducation. Alors, juste pour rappeler, dans notre roman, c'est Lamia qui est plus riche que Nabil. Oui. Donc, quelque part, c'est lui qui se retrouve un peu à doubler ses heures de travail. À donner à l'homme une pension compensatoire. Il y a une pension, bien sûr. Mais c'est la loi, d'ailleurs, c'est la loi marocaine. Hein. Absolument, absolument. Monsieur. Merci, Monsieur Benjeloun, pour d'avoir fait ce bouquin, ce roman qui nous donne une grande envie de le lire. Mais quelques interrogations. La première à propos du titre, Les Amants de Casablanca. Pourquoi Casablanca, pas les Amants de Fès ou de Tanger, par exemple? La deuxième interrogation, vous avez parlé de votre cas personnel, comme quoi le mariage d'un Fassi et d'un Amazir est un choc de civilisation, alors qu'il me semble que les Fassi et les Amazirs ont beaucoup de points communs. Tout d'abord, ils sont des affairistes, et entre autres. Troisième interrogation, à propos de l'amant dans ce roman. Pourquoi l'amant est un étranger, Daniel, alors que le roman... Il s'appelle Daniel. Oui. Il est juif marocain. Juif marocain, d'accord. D'accord. Mais la question reste d'actualité. C'est pas Omar, c'est pas Brahim, c'est pas... Pourquoi pas exactement marocain de confession juive? Je sais pas pourquoi. C'est plus d'interdit.
Donc c'est plus intéressant. Ouais. Alors, Donc, c'est pour la dernière interrogation, quel est c'est le... 4 questions, c'est un peu long, mais c'est pas Mais grave. elles sont allez-y. très intéressantes à mon avis. Ok. Le message que vous voulez passer par ce roman, le message que vous voulez passer à la société. Merci. Le message que vous voulez passer, mais commençons par le commencement. Alors pourquoi Casablanca? Est-ce que Casablanca, à parce que Casablanca c'est différent? C'est de la Fès? ville qui a Oui. donné naissance à ce couple, parce que évidemment il y a des couples comme ça à Meknès, à Tiflet, à Ouarzazate, Un peu moins quand même, parce qu'on a quand même une certaine liberté, vu que Casablanca c'est grand. Casablanca est une grande ville, Mm. et les grandes villes, elles ont des qualités, des possibilités, et puis des défauts. Et Absolument. il y a tout là-dedans. Mhm. C'est une ville, c'est la ville du fric, quand même, Casa. On ne peut pas dire ça de l'Arrache, par exemple. Non. On ne peut pas dire que c'est une ville du fric. Bon, mais en même temps, c'est une ville où, comme toutes les grandes villes, il se passe des choses graves. C'est ça l'important. Le mariage des Ah, Fessi bah, et des Chleux. Non, moi j'ai parlé de mon cas, je ne dis pas que c'était exemplaire ni unique. C'est tout simplement il y a eu un choc de civilisation, plus parce que c'est une fille d'immigrés, parce que la société amazigh c'est autre chose. Mais vous savez, l'exil volontaire des Marocains en Europe, il transforme les valeurs et les relations humaines, tout ça. Et ça, moi, j'ai été victime de ça. Mais bon, j'ai essayé, je me suis trompé, enfin, ça n'a pas marché, mais je ne regrette pas du tout parce que c'était une étape essentielle dans ma vie. Pourquoi Daniel? Oui, oui, parce que l'interdit est encore double. Il est juif et il est séducteur. Alors c'est un peu, le défi est double. Il a une Porsche. Et Il a une Porsche. ah bah oui, Elle a dit. il a une Porsche, oui. Non, mais c'est vrai que un juif, c'est d'autant plus répréhensible parce que voilà le problème religieux et tout ça, donc forcément. Et puis le message que vous véhiculez. Mais je l'ai dit tout à l'heure, moi j'espère que les deux articles de loi 489-90 seront abolis le plus tôt possible parce que ça serait une justice et qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Mhm. Ça va pas augmenter la débauche comme m'a dit quelqu'un. Il me dit ouais, tu veux la débauche. C'est La exactement. débauche existe ce déjà. que j'allais- C'est pas Ouais. un article de loi abrogé qui va Zama l'encourager. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ça va encourager la débauche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Et la demoiselle et après monsieur. Ah, monsieur, d'accord. Bonjour, merci beaucoup de votre présence déjà, Monsieur Benjeloun. Et j'ai une question en fait, c'est est-ce que vous avez reçu des critiques par rapport aux thématiques du roman lors de l'écriture, de la publication, de la promotion, etc. Et si oui, comment vous avez pu anticiper un minimum et comment vous avez répondu? Est-ce que vous avez reçu des critiques par rapport à ce roman en particulier et Non, comment vous avez anticipé? Non, anticipé, j'ai rien anticipé. Il y a eu un type qui s'est pris en photo avec moi au Salon du Livre de Paris. Et après, il a pris un selfie, tout content. Et après, il a écrit un article. Un Marocain? Oui, un Ok. article assez ridicule pour dire oui, M. Benjeloun, pour M. Benjeloun, la libération de la femme, c'est de tromper son mari avec un juif. Voilà, ça s'est résumé ainsi. Bon, Mais il n'y a rien justement, à faire. mais c'était prévisible de toute façon. C'était le coup facile. Ouais, c'est un peu plus profond que ça quand même. Ouais, Il y a des choses plus importantes. Ouais. Est-ce que ça répond? Parfait. Alors, Monsieur? Bonjour Sibn Jelloun, merci de votre intervention. J'aurais voulu vous soumettre deux phrases de deux grands artistes que vous connaissez certainement. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. ouais, ça c'est Aragon, oui. Oui. Et puis l'autre, c'est Léo Ferré. Quand je vois un couple, je change de trottoir. Ouais, mais Qu'est-ce que vous en pensez? Léo Ferré était du côté de ceux qui n'y a pas d'amour heureux, avec Aragon. Mais Aragon,
très très grand poète. Moi, c'est vraiment un poète que j'ai tout le temps en train de lire. Les yeux d'Elsa, c'était un chef-d'œuvre. Mais Aragon, c'était aussi un sale type qui avait mené une double vie. Il nous a bassinés avec Elsa, et en fait, c'était un homosexuel caché. Bon, ben, après, à la fin de sa vie, il a ouvert les vannes et il a vécu sa vie réelle. Ça d'un côté. Changer de trottoir, moi je suis pas d'accord parce que chacun peut inventer son couple. Il n'y a pas de couple idéal, il n'y a pas. C'est un travail quotidien, c'est vraiment, c'est une invention. Le couple est une invention quotidienne, il ne faut surtout pas s'endormir sur les acquis, il n'y a jamais d'acquis. C'est ça, le plus important. On n'a pas entendu de voix féminine. Oui. Voilà, il y a une dame qui veut. Voilà. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Non, je ne suis pas toute seule. Alors je suis Nawal Jazouli, je suis radiologue et grande lectrice. C'était juste une petite parenthèse par rapport aux médecins qui disaient qu'ils lisaient pas, ne lisaient pas et qu'on ne peut pas généraliser pour tous les médecins. Alors, mon intervention, d'abord, je voulais vous remercier pour le sujet que vous avez pris. Et qui c'est un des sujets qui sont plus ou moins tabous ici au Maroc. On est une société de schizophrènes et on a 4 sujets qui sont complètement tabous: l'alcool, les relations sexuelles, l'avortement et l'héritage. Et je voudrais souligner le film qu'a fait sortir Mariam Touzani, Le bleu du caftan, qui traite de l'homosexualité et que sûrement on ne verra pas dans nos salles de ciné. Ah bon, il n'est pas sorti au Maroc? Il n'est pas encore sorti, mais il était prévu et il est sorti en même temps avec Dados. Oui, mais j'imagine qu'il est sorti à Marrakech, je crois. Bien sûr qu'il a été montré à Marrakech, mais il va bientôt sortir. Et on va couper pas mal de scènes comme d'habitude. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette société qui se cache en fait derrière la religion pour interdire la consommation d'alcool, relations sexuelles, avortement et héritage, c'est un peu schizophrène quand on sait que tout le monde batifole, tout le monde boit. On sert l'alcool dans les restaurants pour les Marocains, les musulmans. L'avortement, c'est très bien que dans toutes les cliniques, il y en a 36 000 qui se font par jour. Et puis, bon, l'héritage, bon, pour l'instant, on se soumet à... En fait, c'est une question que je ne comprends pas. Je l'ai lu et relu dans le Coran, mais je ne comprends pas comment... Alors que je pense, enfin pas je pense, mais le bon Dieu, il ne fait pas de discrimination entre femmes et hommes. Et cette histoire de 2 pour 1, j'avoue que je ne comprends pas. Donc il se cache tout le temps derrière ça pour ne pas résoudre ces 4 problématiques. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Je sais que pour l'avortement, on a beaucoup milité avec Shafiq Shraibi et tout ça. Et des années, ça n'a pas encore pris... la route qu'on espérait, sachant qu'il y a des enfants qu'on trouve morts un peu partout. Et quand on vous a dit que vous prenez un peu le libéralisme, non, en fait, quand une chose est interdite, c'est celle-là qu'on désire le plus. S'ils légalisaient tout ça, eh bien, les relations sexuelles vont être normales et on va pas chercher à tromper ou aller vers l'autre plus que normalement, parce que c'est au fait, c'est ok, c'est tout le monde, c'est légal. Les couples non mariés pourront partir dans des hôtels sans pour autant qu'on leur embête avec cette histoire de est-ce que vous avez votre acte de mariage ou non. C'est complètement débile, c'est complètement schizophrène cette société. Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Mais je vous remercie pour votre intervention parce que c'est exactement les questions que je me pose. Et d'ailleurs, ça m'est même arrivé en Égypte avec ma femme il y a très longtemps. Alors c'est très marrant parce que on arrive, c'était pour le couronnement de Nobel de Naguib Mahfouz, on était invité officiel et on arrive à un grand hôtel et j'étais avec ma femme et on monte dans la chambre, le téléphone sonne, il dit من هذه شكون هذه؟ زوجتي.
عندك صداق لا ما عنديش صداق je voyais pas de صداق قال لي انزل de descendre je dis allez vous pouvez pas dormir ici bon, très bien ça c'était en 88 bon je suis allé dormir ailleurs mais en même temps il y avait l'éditeur de Naguib Mahfouz en France, Pierre Bernard, homosexuel notoire, qui est monté avec son copain. On ne l'a pas fait descendre. Mais peu importe, tant mieux pour lui, il n'est plus de ce monde. Ça, j'ai connu aussi ça au Maroc, pas moi personnellement, mais des gens m'ont raconté plein d'histoires comme ça, l'acte de mariage, machin. Mais qu'on arrête avec cette stupidité. Et c'est un excès de zèle qui est stupide, qui est ridicule et qui ne correspond pas du tout à la réalité quotidienne. Nous sommes adultes et consentants. Évidemment, il faut respecter les gens. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile de changer cette société. Parce que l'islam a bon dos, mais c'est surtout l'idée qu'on ne veut pas voir la femme prendre sa liberté et être comme l'homme, simplement. Il ne s'agit pas d'être... non, être comme l'homme, avoir les mêmes droits, simplement, y compris à l'héritage. Mais ça va être difficile. Merci bien. Bien, une autre question, une autre dame. Bon. Un monsieur. Les signatures, je vais signer. Alors, justement. C'est dehors, déjà? Ou là? Oui. Où je fais? Non, mais ici ou. Non, dehors. Alors, vous achetez le livre à côté et puis. D'accord. Et vous signerez merci avec plaisir. Beaucoup. Merci à vous. Merci à Taher et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, c'est très gentil.